Salut à tous. Alors, avant toute chose, cet épisode que vous êtes en train de regarder, c'est la suite d'un autre épisode. Donc, si vous ne l'avez pas vu, il faut d'abord commencer par celui-là. Donc, et si vous n'avez pas le lien qui s'affiche ici, il s'affiche dans la description. C'est le premier épisode sur la vue. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau du cerveau concernant la vue, mais également à la façon dont certains animaux voient le monde. Voilà. Pas générique. Ce qu'on a vu dans le premier épisode, c'est que les yeux enregistrent des images dont le centre est net, contrasté, coloré et d'une bonne résolution, et que à mesure qu'on va s'éloigner du centre, eh ben on va perdre pas en netteté, on va perdre en information de couleur, on va perdre en résolution aussi, mais pas en intensité lumineuse par contre. Donc le contraste d'un point de vue purement intensité lumineuse, ça va être plutôt bon. C'est ce qui fait, ça je le dis, que dans l'obscurité, dans le noir, on voit globalement en noir et blanc. C'est aussi ce qui fait que on voit mieux dans l'obscurité avec notre vue périphérique. Puisque c'est notre vue périphérique qui est plus sensible à l'intensité lumineuse. Ça, il y a une expérience très simple que vous pouvez faire pour ça, c'est la nuit, si vous voyez les étoiles, donc si vous n'habitez pas à Paris. Si vous observez des étoiles, vous verrez que les étoiles qui sont faiblement lumineuses, si vous les regardez directement, vous ne les voyez pas. Si vous regardez juste à côté, vous les distinguez un petit peu du coin de l'œil. Voilà. Parce que votre vision périphérique capte mieux l'intensité lumineuse que pile en face de vos pupilles. Cela dit, vous savez exactement comme moi que nous ne voyons pas le monde ainsi. Voilà. Alors, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va transformer cette image bof en image waouh qu'on perçoit quotidiennement et en continu. Alors, spoiler de ouf, c'est le cerveau qui fait ça. Voilà, vous attendiez pas à celle-là, c'est surprenant. C'est le cerveau. Tout d'abord, les capteurs de la rétine, donc les cônes et les bâtonnets, quand ils sont stimulés donc par un rayon de lumière, ils envoient une information électrique, donc nerveuse, vers le nerf optique. Je fais tout de suite une toute petite parenthèse, mais qui a son importance. La rétine ne contient pas de terminaison nerveuse de la douleur. La cornée, oui, mais pas la rétine. C'est logique, puisque normalement, la rétine, il n'y a rien qui est censé venir l'agresser. Ça a une conséquence notable, qui est que si, ne le faites pas, mais si vous vous amusiez à regarder le soleil directement un poil trop longtemps, vous vous brûleriez la rétine sans avoir la sensation de vous brûler la rétine. Donc, si vous le faites, vous allez vous pourrir la vue, potentiellement, définitivement, sans avoir eu mal. Donc c'est cool, mais ne le faites pas. Alors, le nerf optique, il faut voir ça un peu comme un bus informatique. Et si vous ne savez pas ce que c'est un bus informatique, pas de panique, je vais vous le dire, restez là, c'est bon. Quand vous prenez une photo, ou mieux, quand vous filmez avec une caméra numérique, les capteurs de votre caméra captent en permanence l'intensité et la couleur de la lumière qui lui parviennent. Non, pas exactement. Bon, on va prendre 2 minutes. Le capteur d'un appareil photo numérique est constitué d'une matrice, d'une grille de capteurs photosensibles. Sur le principe, le nombre de capteurs en long et en large, ça détermine la résolution de l'appareil. On pose sur les capteurs une couche constituée de filtres vert, bleu et rouge afin de capter également la couleur. Ainsi, si un capteur photosensible derrière un filtre vert ne capte aucune information, c'est soit qu'il n'y a pas d'intensité lumineuse du tout, soit à minima qu'il n'y a pas de lumière verte à capter. Et alors pourquoi est-ce qu'on a des capteurs qui sont bleus, verts et rouges ? Pour les mêmes raisons que nos écrans de télé ou d'ordinateur ont des pixels bleus, verts et rouges, c'est parce que nos cônes, on a 3 types de cônes, qui sont spécialisés pour capter les couleurs bleues, vertes et rouges. Alors je le répète, même si on l'a déjà vu, voilà, on a les cônes Cyanolab qui captent le bleu, Chlorolab qui capte le vert, Erythrolab qui capte le rouge. On en a parlé dans l'épisode 4 de la chaîne, que je mets ici, voilà, dans la description. Donc, en alignant des capteurs vert, bleu et rouge, on peut capter toutes les couleurs du spectre visible. Et voilà à quoi ressemble une grille classique de capteurs de caméra numérique. Et alors, vous pouvez immédiatement constater, il y a 2 fois plus de capteurs verts que de capteurs bleus ou rouges. Et d'ailleurs, il y a autant de capteurs bleus que de capteurs rouges. Et alors ça, c'est absolument pas dû au hasard, c'est dû au fait que nos yeux captent
plus le vert que le bleu et le rouge. Cet arrangement particulier de capteurs bleu, vert et rouge, c'est ce qu'on appelle une matrice de Bayer, ou filtre de Bayer, ou encore mosaïque de Bayer. Bref, le mot important de la phrase, vous avez compris, c'est Bayer, du nom de son inventeur, Bryce Bayer, qui bossait pour Kodak à l'époque de son invention, mais voilà, on s'en fout. Bref, vous prenez un carré de 2 capteurs sur 2, vous avez un capteur bleu, un capteur rouge et 2 capteurs verts. Et vous pensez pouvoir appeler l'ensemble un pixel. En réalité, c'est faux. Autant sur un écran, un pixel, c'est bien constitué de 3 parties, rouge, verte et bleu, autant sur un capteur de caméra, un capteur photosensible égale un pixel. Du coup, vous allez me dire, si chaque petite case là, c'est un pixel, quand on a une petite case bleue, comment est-ce qu'on fait pour choper l'information du vert ou du rouge? Tout simplement par extrapolation en prenant l'information du bleu et du rouge qui viennent de juste à côté. Ce qui peut causer, donc, ça fait vraiment la limite de la résolution. Mais le fait est que vous prenez un appareil photo numérique, n'importe lequel, voilà, par exemple, moi j'ai mon 5D Mark III, vous comptez le nombre de cases en large, vous comptez le nombre de cases en hauteur, vous avez la résolution de votre appareil. Par exemple, le capteur du Canon EOS 5D Mark III, qui est bien connu des youtubeurs. Je fais pas de la pub ni rien, c'est pas du tout sponsorisé ni rien, c'est juste, voilà, parce que c'est un appareil qui est classique pour les youtubeurs. Donc il a un capteur qui fait 24 par 36 mm, ce qui lui offre une surface de capteur de 864 mm², ce qui fait que le nombre de capteurs qu'il a, ou le nombre de photosites, si vous voulez vous la péter, genre je suis un professionnel, voilà, donc chaque petit capteur, on appelle ça un photosite, est de 5760 par 3840, ce qui fait un total de 22 118 400 pixels par image. Et tout ça, si vous faites un calcul à la con, ça vous fait des photosites de l'ordre de 6 microns de large, donc 6 millièmes de millimètre. Donc c'est des capteurs qui sont tout petits. Alors, juste pour qu'on ne perde pas le fil, je rappelle que là, le but de la discussion, c'est d'expliquer ce qu'est un bus informatique. Et on y arrive, voilà. Donc, lorsque vous prenez une seule photo, je parle même pas de quand vous prenez 25 images secondes pour filmer des trucs, quand vous prenez une seule photo, vous avez donc vos 22 118 400 photosites qui vont capter une information d'intensité lumineuse filtrée avec la fréquence lumineuse que donc eux filtrent. Et bien alors, ces 22 millions et quelques d'informations, donc juste d'intensité lumineuse, mettons, voilà. Comment est-ce qu'elles sont véhiculées jusqu'au cerveau de l'appareil photo pour en faire une image? Eh bien, ça dépend du type de capteur. Par exemple, sur les capteurs CMOS, à la différence du capteur CCD, ces 22 millions d'informations ne sont pas traitées en même temps. Parce que les photosites ne sont pas stimulés en même temps. C'est-à-dire, voilà, pour simplifier, si vous voulez, le CCD, ça fonctionnait un peu comme le modèle avant à l'argentique. Ça veut dire qu'en gros, vous avez un obturateur, puis d'un coup, hop, on ouvre, on présente le capteur face à la lumière, il chope la lumière, hop, on referme. Donc, on avait toute la surface de captation qui captait l'information en même temps. C'est ce qu'on appelle le global shutter. Donc, toute l'information est enregistrée pile au même instant. Pour le CMOS, en revanche, il va y avoir ce qu'on appelle le rolling shutter, c'est-à-dire que les photosites ne vont pas être stimulés en même temps, ils vont être chacun stimulés pile la même durée, voilà, parce que sinon c'est n'importe quoi, mais en gros ils vont être stimulés ligne par ligne. Et ça va très vite, allez pas croire que ça prend 3 secondes non plus, mais ligne par ligne. D'ailleurs, pour en savoir un peu plus sur le rolling shutter, je vous renvoie à cette vidéo-là de Smarter Everyday, qui a bien montré que dans des cas où on suit un mouvement très rapide, on peut manifestement voir qu'il y a du rolling shutter, puisqu'il se passe vraiment quelque chose entre le début de la prise de l'image et la fin de la prise de l'image. Donc là où on devrait avoir une ligne droite, on se retrouve avec des trucs complètement courbés. Enfin bref, allez voir la vidéo de Smarter Everyday quand vous aurez fini celle-ci, que vous l'aurez liké, partagé, tout ça. Voilà, c'est une vidéo hyper intéressante. Mais alors du coup, vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt de prendre l'image ligne par ligne alors qu'on pourrait la choper en un coup? L'intérêt, c'est que pendant que le capteur de votre appareil photo est en train d'enregistrer, si vous voulez, en train d'envoyer vers ses photosites de la deuxième ligne l'information lumineuse, il peut déjà traiter l'information de la première ligne qui a déjà été saisie. Donc vous avez la première ligne de données qui va être envoyée pendant que la deuxième ligne est prise. Et une fois que la deuxième ligne est prise, elle est envoyée pendant que la troisième ligne est prise, etc. etc., etc. Voilà. C'est ça l'intérêt. Et du coup, c'est-à-dire qu'autant effectivement au niveau du cerveau de l'appareil photo, il va attendre d'avoir toutes les informations pour fabriquer une image, mais pour ce qui est de transmettre l'information, on a besoin de transmettre qu'un paquet d'infos à la fois, et chaque paquet correspondant à une ligne de photosite. Et comment est-ce qu'on transmet un paquet, donc une ligne d'information de photosite vers le cerveau de votre appareil photo? Avec un bus. Un bus, si je devais vraiment le simplifier, il faut imaginer ça comme une série de fils électriques en parallèle,
et où chacun peut envoyer une information distincte en parallèle. Pour ceux qui ont déjà démonté leur ordinateur, etc., quand vous voyez une prise qui est large comme ça, avec un truc tout plat, qui manifestement est constitué de plein de fils, bah, c'est un bus. Un exemple plus simple et peut-être beaucoup plus courant, si vous branchez par exemple une vieille console de jeu à une télé, donc pas avec de l'HDMI, mais bien avant, vous avez peut-être déjà vu ces fameux 3 fils qui sont rouge, blanc et jaune. Voilà, ces 3 fils qui sont rouge, blanc et jaune, techniquement c'est un bus. Le jaune envoie l'information d'image, le rouge et le blanc envoient l'information audio gauche et droite. D'ailleurs, si vous avez une sono et que vous branchez donc des câbles rouge et blanc pour avoir la stéréo gauche et droite, et ben voilà, c'est un bus, les câbles RCA, ça s'appelle le rouge et blanc. Du coup, le cerveau, comment est-ce qu'il va faire pour traiter l'information qui est envoyée par environ 6 millions de cônes et 100 millions de bâtonnets par œil? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la rétine est constituée de plusieurs couches. Alors, sur la couche la plus externe, eh ben, on trouve les cônes et les bâtonnets, mais sur la couche la plus interne, on trouve des neurones particuliers qu'on appelle les cellules ganglionnaires de la rétine. Et ce sont ces neurones qui vont se rejoindre ensuite pour former le nerf optique. Environ 1,2 million de ces neurones par œil. Ce qui signifie, si on fait le calcul, approximativement, enfin en moyenne, que chacun de ces neurones traite l'information d'une centaine de cônes et de bâtonnets. Ce processus d'intégration est super complexe, et je ne m'intéresse pas plus que ça pour l'instant, donc je vais pas m'étendre dessus, mais si vous avez besoin de faire des recherches de bons mots-clés sur Google pour en savoir plus, ça fait intervenir pêle-mêle les cellules bipolaires, les cellules amacrines et les cellules horizontales. Bref, le nerf optique est grosso modo un bus de plus d'1 million de fibres nerveuses qui envoie l'intégralité de l'image captée par un œil en même temps. Et tout ça x2 parce qu'on a 2 yeux. Et ces informations, où est-ce qu'elles vont? Bah, accrochez-vous parce que c'est là que ça devient génial. Alors déjà, pour chaque œil, on peut séparer ce million et quelques de fibres nerveuses en 2 gros paquets. Un paquet pour la partie gauche de chaque œil, donc pour la partie gauche de l'œil gauche et la partie gauche de l'œil droit, et un paquet pour la partie droite de chaque œil, donc la partie droite de l'œil droit et la partie droite de l'œil gauche. Et tout ceci se retrouve dans le nerf optique et se dirige vers le tractus optique ou le chiasma optique. C'est un endroit du cerveau où ce qui vient des 2 yeux va se croiser, et alors tout ce qui vient des côtés droits des 2 yeux va du côté droit du cerveau, et ce qui vient des côtés gauche des 2 yeux va du côté gauche du cerveau. Donc on se retrouve du côté gauche du cerveau avec une partie des informations qui viennent de l'œil gauche et une partie qui viennent de l'œil droit, du côté gauche de l'œil droit. Et inversement, avec le côté droit, on va avoir la partie droite de l'œil droit et la partie droite de l'œil gauche. Sauf que l'image qui s'est constituée au fond de notre œil, exactement comme dans une chambre noire, c'est une image qui est renversée. Donc, ce que capte la partie droite de nos yeux correspond en fait à la partie gauche de ce qu'on observe. Et inversement, ce qui est à gauche de ce qu'on observe est à droite dans nos yeux, et ce qui est en haut de ce qu'on observe est en bas dans nos yeux, voilà, ça renverse complètement l'image. Donc la partie gauche de ce qu'on observe va être traitée par la partie droite de notre cerveau, et la partie droite de ce qu'on observe va être traitée par la partie gauche de notre cerveau. En gros, à ce stade en tout cas. Alors, je sais que là vous vous dites déjà, oula, c'est bien compliqué. Et en réalité, c'est pire que ça, parce que pour l'instant, ce que j'ai dit, c'est que tout ce qui vient, en gros, de la droite des yeux, ça va à droite, tout ce qui vient de la gauche des yeux, ça va à gauche, sauf qu'en fait, c'est pas tout. C'est tout presque. Et ce presque va compliquer un peu le truc. Parce que, en fait, il y a quelques fibres qui vont aller à d'autres endroits du cerveau pour un traitement beaucoup plus immédiat de l'information. Notamment, ça va aller en partie vers l'hypothalamus, et en particulier dans l'hypothalamus, dans le noyau suprachiasmatique, qui, outre le fait de valoir 627 points au Scrabble, est une zone spécifique de notre cerveau qui gère notamment tout ce qui concerne notre horloge biologique interne. C'est ce qui va faire que l'intensité lumineuse captée, avant même que l'image soit traitée, va donner une information à cette horloge sur le cycle de jour et de nuit. Rien que ça, c'est ouf déjà. Mais c'est pas tout. Parce qu'il y a quelques axones qui vont aussi se diriger vers le prétectum, qui lui est en charge de tout ce qui est réflexe de la pupille, et du mouvement spontané de l'œil. Bah oui, parce qu'à un moment donné, on dit que la pupille se dilate ou se contracte en fonction de l'intensité lumineuse, mais il faut bien que ça vienne de quelque part, cette information. La lumière qui arrive, quelques axones qui partent directement pour gérer ce truc-là, ainsi que les mouvements oculaires rapides, les mouvements réflexes de l'œil. Et enfin, il y a 10% des axones, donc c'est pas rien, 10% des axones qui se dirigent vers le colliculus supérieur, dont on a déjà parlé dans la vidéo 10 choses à savoir sur le cerveau. Le rôle principal, le rôle majeur du colliculus supérieur, c'est de diriger notre regard et notre attention vers des objets considérés comme d'intérêt.
récupérer. Et donc le colliculus supérieur court-circuite complètement le cortex visuel, dont on va parler ensuite. Mais c'est-à-dire que là, l'image n'est pas encore consciemment traitée. C'est un truc qui est vraiment immédiat, quoi. C'est vraiment ici que se jouent les mouvements oculaires les plus rapides. Les saccades oculaires, ça se joue ici. Et alors, on peut d'ores et déjà noter, même si on va y revenir, que donc le colliculus supérieur s'occupe de ce machin-là pour la vision, et dans le même temps, le colliculus inférieur s'occupe d'un truc à peu près similaire pour l'audition. Et les deux se parlent. Les deux interagissent. Hein. Il y a un lien. On verra au fur et à mesure qu'il y a un lien. Il y a des liens forts entre les différents sens. Mais voilà, là, je vais plus vite que la musique. Donc, bref, avec ça, donc on sait globalement où se dirige, grosso merdo, 10% des neurones qui proviennent donc du nerf optique. Mais les 90% restants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils vont où? Ils font quoi? Alors ils vont d'abord vers le corps genouillé latéral ou corps géniculé latéral, qui est le principal relais entre la rétine et le cortex visuel. Et le corps genouillé latéral est composé de 6 couches de cellules. Et alors vous vous rappelez quand j'ai dit que le gros des fibres nerveuses du nerf optique de chaque œil pouvait être séparé justement entre la moitié gauche et la moitié droite des cônes et bâtonnets de chaque œil, ce qu'on appelle des hémirétines, hein, pour plus de simplicité, si on veut. Et pour moins de simplicité, l'hémirétine du côté du nez, on va appeler ça l'hémirétine nasale, donc sur la droite de l'œil gauche et la gauche de l'œil droit. Et l'autre hémirétine, on va l'appeler l'hémirétine temporale, donc à gauche de l'œil gauche et à droite de l'œil droit. Et vous vous rappelez également quand je vous ai dit qu'au niveau du chiasma optique, il y avait une séparation entre ce qui venait du côté gauche de chaque œil et ce qui venait du côté droit de chaque œil. Vous vous rappelez? C'était il n'y a pas longtemps, hein, dans le côté. Mais voilà. Donc à ce stade, vous avez pigé que dans le corps genouillé latéral gauche arrivent les informations de l'hémirétine temporale de l'œil gauche et de l'hémirétine nasale de l'œil droit. Et inversement, dans le corps genouillé latéral droit arrivent les informations de l'hémirétine temporale de l'œil droit et de l'hémirétine nasale de l'œil gauche. Ok, avec un schéma, c'est plus simple. Hein. Voilà. Et bien, figurez-vous que les 6 couches de cellules du corps genouillé latéral séparent toutes ces sources d'informations. On va détailler ça, vous allez voir. Moi, je trouve ça génial. Oufissime. Si on numérote ces couches de 1 à 6, de l'avant du cerveau vers l'arrière du cerveau, les couches 1, 4 et 6 récupèrent les infos provenant de la partie opposée du corps, ou contralatérale. Donc, pour le corps genouillé latéral gauche, c'est ce qui vient de l'hémirétine nasale droite, et inversement. Hein. Tandis que les couches 2, 3 et 5 récupèrent les informations provenant de la même partie du corps, ou ipsilatérale. Entre parenthèses, Scrabble. Voilà. Mais donc, dans le même exemple, ça veut dire que dans le corps genouillé latéral gauche, les couches 2, 3 et 5 récupèrent les informations de l'hémirétine temporale gauche. Et inversement, dans le corps droit, de l'hémirétine nasale. Non. Et inversement, dans le corps genouillé latéral droit, de l'hémirétine temporale droite. Pas ouf ça. De là, les fibres partent vers le cortex visuel. Ces fibres qu'on appelle aussi rayons optiques ou radiation optique, pour être ensuite traitées par le cerveau. Mais c'est ce qui fait que pendant longtemps, on a pensé que le corps genouillé latéral était en fait un simple relais passif, hein, qui laissait passer les câbles. Voilà. Éventuellement, qui séparait les câbles, machin, mais qui faisait juste que passer. Sauf que depuis, on sait que 80% des excitations du corps genouillé latéral proviennent du cortex visuel, ce qui est signe d'une forte rétroaction. Donc ça laisse à penser que le corps genouillé latéral a un rôle bien plus important qu'on le pensait jusqu'à maintenant, et notamment dans la façon dont notre état mental affecte notre perception visuelle. Enfin, le cortex visuel, c'est là où toutes les informations sont récupérées, traitées, et donc on passe de ces deux images de chaque œil avec net au milieu bien coloré, noir et blanc autour, en moins bonne résolution, etc. On se retrouve avec cette image nette en 3D, absolument partout, et quand on voit ça, on imagine bien le bordel que c'est de traitement pour générer les images, pour générer ce qu'on perçoit de la réalité, et donc c'est pas si étonnant que ça, que ce soit à ce point facile de tromper notre vision. Notre cerveau a horreur du vide, si je ne l'ai pas dit 100 fois, je ne l'ai jamais dit, et donc il y a une expérience qui est très facile et qui permet de mettre en évidence le fameux point aveugle qu'on a dans l'œil. Cette expérience classique consiste à vous demander de fermer votre œil droit et de fixer le X affiché à l'écran avec votre œil gauche. Puis vous rapprochez ou vous éloignez votre écran, et vous verrez qu'il y a une distance à laquelle le point rouge à gauche disparaît. Voilà. Donc là, le point rouge, il est pile dans le point aveugle de votre vision. Alors pourquoi est-ce qu'il disparaît? Mais vous ne voyez pas une tache noire, vous voyez du blanc. Vous voyez du blanc parce que votre cerveau voit une tache noire, et comme il y a du blanc autour, il remplit en se disant ça doit être blanc autour. On peut même aller plus loin. Si maintenant j'affiche une grille, avec également un trou dans la grille à l'endroit justement de ce point aveugle, vous allez pouvoir constater que votre cerveau reconstruit la grille là où pourtant elle n'existe pas.
c'est bien la preuve qu'on peut tromper ses yeux spatialement. Et pour ce qui est de tromper les yeux dans le temps, c'est-à-dire sur le mouvement, il n'y a rien de plus facile avec une expérience tout aussi classique. Voilà, vous voyez ce machin-là. Pendant que je vous explique comment ça marche, je vous demande de vous concentrer sur le point central et de ne pas le quitter des yeux. Vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous regardez en entier un générique qui défile de bas en haut de votre écran, si vous regardez ensuite un objet fixe, il semblera se diriger vers le bas de votre vision. Alors ne quittez pas le point central des yeux, hein, voilà. Donc ce truc-là est dû au fait que puisque vous lisiez du texte, votre cerveau s'accommodait du mouvement et faisait comme si ce mouvement n'existait pas. D'une certaine manière, il compense. Et compenser un truc qui va vers le haut, c'est s'habituer à prétendre qu'un truc va vers le bas. Du coup, après un temps suffisamment long, une trentaine de secondes ça suffit, votre cerveau verra un truc fixe comme se dirigeant vers le bas. Voilà, vous quittez toujours pas le point central des yeux, hein, voilà. Et maintenant, fixez-moi. Voilà ce qui se passe quand votre cerveau compense un mouvement. Ça va disparaître rapidement, j'espère. Mais je vous invite, dans une minute ou deux, à revenir à ce moment pile, sans refaire l'expérience, et vous verrez qu'il n'y a pas de trucage, je fais rien en fait. Troisième expérience, et après c'est promis, je laisse vos yeux tranquilles, mais pour montrer vraiment l'accommodation à l'intensité lumineuse, donc fixez à nouveau le point central à l'image. Donc manifestement ce que vous voyez c'est un négatif, hein, voilà. Et puisque vous concentrez votre regard sur le point central, votre cerveau va encore compenser, mais là d'une façon un peu différente, sur la couleur cette fois-ci, l'image que vous observez. Alors là encore, il est important de laisser vraiment quelques secondes au cerveau pour qu'il puisse s'habituer. Et je peux d'ores et déjà vous spoiler ce qui va se passer, c'est que dans quelques secondes, je vais vous montrer un écran tout blanc, et donc vous garderez vos yeux fixés sur cet écran blanc, et la luminosité soudaine va tromper votre cerveau, qui du coup va chercher à recompenser en composant l'image que vous observiez avec cet écran blanc. Ou plutôt en affichant la différence entre l'image que vous observiez et l'écran blanc. Alors vous ne quittez toujours pas le point central des yeux, hein, voilà. Et c'est quoi la différence entre un écran blanc et un négatif, hein? Vous me demandez? Eh bien, c'est un positif regardé par vous-même. Il y aurait plein de choses à dire encore sur la vision, mais pour ça, plutôt que d'en faire encore des caisses, je vous renvoie plutôt sur ma vidéo sur le cerveau, où je parlais notamment de l'expérience du chat de Cheshire, de la reconnaissance des visages. Également, vous pouvez retrouver sur la vidéo sur les faux souvenirs, où je parle rapidement de la chronostase, vous savez, le truc qui fait que quand vous regardez votre montre, vous avez l'impression que la première seconde que vous regardez est plus longue que les autres. Et du coup, ça nous amène à la fin de cette vidéo, donc merci à toutes et à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à vouloir y penser, malgré le manque de vidéos sur cette chaîne, vraiment je vous en remercie. Voilà, et je sais très bien ce que vous êtes en train de dire, il ne nous a pas parlé de la vision des animaux. Voilà, j'avais dit que je parlerais de la vision des animaux, évidemment que je vais parler de la vision des animaux, c'est une petite feinte. Like, abonne-toi, commente, partage, type. Ça va vous sinon? Moi ça va. Donc on va s'intéresser seulement à quelques animaux, mais uniquement dans le but de montrer un peu la diversité de l'évolution des yeux dans le règne animal. Par exemple, concernant la pupille, on peut déjà faire une distinction majeure entre les animaux diurnes et les animaux nocturnes. Les nocturnes, comme c'est la nuit, c'est dans un domaine scotopique, hein, ils ont besoin de faire rentrer plus de lumière pour regarder, donc ils ont une pupille qui est ronde et large. Ça permet de faire rentrer un maximum de lumière. C'est-à-dire notre pupille, dans l'obscurité, elle est ronde et large. Pour les animaux nocturnes qui émergent le jour, on trouve en général une pupille en fente verticale. C'est le cas notamment des reptiles. Voilà. Pour les mammifères, on trouve de fente verticale que chez les chats, certains renards et le loir. Voilà. Mais à noter toutefois qu'un chat donc, qui a des pupilles bien verticales, dans l'obscurité, il a des pupilles bien larges et bien rondes. C'est ce qui fait que quand vous l'éclairez d'un coup, vous voyez des beaux yeux bien ronds qui brillent parce que vous voyez le fond de sa rétine, parce que les pupilles bien rondes, bien dilatées. Les amphibiens ont des pupilles globalement horizontales, mais à la forme intéressante. Enfin, globalement, c'est n'importe quoi. Mais c'est globalement horizontal. Voilà. Le cheval a également une pupille qui est globalement horizontale, mais avec en plus des espèces de points noirs au-dessus, donc on appelle des points noirs ou des grains de suie, ça s'appelle des corps noirs ou des grains de suie, voilà, et qui, sans doute, lui permettent de ne pas être ébloui par le soleil, sans doute. En restant sur le cheval, du fait que c'est globalement une proie, du coup il a bien les yeux sur les côtés, ses pupilles horizontales lui permettent d'avoir vraiment un large champ panoramique. Voilà. Il n'a pas de faux VA, voilà. Une information que je vous livre, il n'a pas de faux VA. Donc il voit très bien de façon horizontale, il ne voit pas bien vers le haut et vers le bas,
sauf s'il tourne, voilà, mais quand il est normal comme ça, tac, il voit bien autour de lui, il voit pas en haut, il voit pas en bas. D'un autre côté, ces prédateurs ne viennent pas du haut. Concernant la couleur maintenant, donc, les chiens possèdent 2 types de cônes. Les abeilles, comme nous, 3 types de cônes. Et certains oiseaux qui possèdent 4 types de cônes, et certains papillons qui possèdent 5 types de cônes. Mais la squille multicolore, ou crevette menthe, en possède 12 types de cônes. Et outre le fait d'avoir 2 yeux parfaitement indépendants qui permettent de voir à 360 degrés, chaque œil possède 3 pseudo-pupilles qui se comportent comme des pupilles, ce qui lui permettent d'avoir une vision en 3D avec chaque œil. En outre, la crevette menthe est capable de voir les ultraviolets et les infrarouges. En fait, elle voit des infrarouges aux ultraviolets, et elle perçoit également la polarisation de la lumière. Donc c'est un animal qui est juste complètement ouf. Voilà, c'est un animal de l'apocalypse, ce truc. Je vous renvoie à cette vidéo de Minute Physics qui en parle, qui est très intéressante sur le sujet. Vous allez mécaniquement apprendre des trucs dessus. Voilà, c'est crevette menthe, elle est folle. Enfin, concernant le mouvement, il faut savoir qu'il y a des animaux qui ont particulièrement bien évolué pour être très efficaces dans le fait de chasser des proies en mouvement. Vous savez, son acuité est basée sur le mouvement. Ce qui a comme conséquence que certains prédateurs peuvent se laisser mourir de faim à côté d'une proie morte qu'ils n'ont pas vue. Voilà, je pense que c'est bon pour les animaux, hein. Même si on pourrait encore en faire des caisses, mais enfin, c'est pas tellement le propos de cette série. C'est tout pour moi concernant la vision, donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo ainsi que la précédente, surtout, s'il vous plaît, pensez à la liker, à la partager. D'ailleurs, si vous êtes allé voir la vidéo de Nozman, la vidéo de Minute Physique, enfin toutes les vidéos que j'ai référencées de SmarterVD et tout ça, pensez aussi à les liker, à les partager, c'est important pour eux comme pour moi. Abonnez-vous à leur chaîne si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous à la mienne si ce n'est pas non plus le cas, voilà. Commentez si vous avez des questions, évidemment, je tenterai d'y répondre, mais si c'est pas moi, il y a de toute façon des gens qui répondront. Soyez élégants dans vos commentaires, hein. Enfin, soyez élégants, ça n'a rien à voir avec la coupe de cheveux, enfin, vous avez, enfin, voilà. Vous pouvez évidemment tenter de laisser un first, même si ça sert à rien parce qu'il sera supprimé, donc vous pouvez l'écrire de façon complètement chelou, parce que là, logiquement, il restera quand même, voilà, vous pouvez vous abonner, activer la cloche, voilà, même si ça ne sert à rien, faites-le, c'est un sentiment intéressant d'activer la cloche en mettant « oui, je vais être notifié de tout ce qui se passe sur cette chaîne », même si ce ne sera pas le cas, vous ne serez pas notifié de tout ce qui se passe sur cette chaîne, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat maintenant. Je vous mets également un lien vers un Tipeee, parce que voilà, si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne, bah, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt. Et là, vraiment à très bientôt, parce que les vidéos sont prêtes, hein, voilà. À très bientôt pour un nouvel épisode donc, de cette série sur les sens humains. D'ici là, bien sûr, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Ça fait plaisir d'être de nouveau, même si le décor est un peu à chier, ça fait plaisir quand même d'être de nouveau là.